Bienvenue à cette conférence du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Tranquillement, pas vite, le temps que les gens continuent d'intégrer la salle d'attente et la salle Zoom consacrée à la conférence. J'en profite pour brièvement présenter notre conférencière d'aujourd'hui, Madame Amélie Daou-Boisvert de l'Université Concordia, où elle enseigne le journalisme. Donc, Amélie Daou-Boisvert, comme je dis, est enseignante et professeure à l'Université Concordia ici à Montréal. Ses recherches se penchent sur les journalismes en santé, en sciences et en environnement, sur les solutions et les innovations basées sur des données probantes en journalisme, le journalisme de solutions et les questions féministes, de genre et de diversité dans les médias. Elle a été journaliste au quotidien Le Devoir pendant une dizaine d'années, où elle a entre autres couvert des enjeux politiques, sociaux et scientifiques liés au domaine de la santé. Elle collabore aussi régulièrement à l'émission Moteur de recherche sur ici Radio-Canada Première. Alors, la conférence aujourd'hui a lieu depuis les locaux du CIRST à l'UQAM. Donc, on est retransmis en direct sur la plateforme Zoom. Donc, il y a des questions qui pourront parvenir soit de la salle ou de l'assistance par Zoom. Lorsque c'est une question qui parvient de la vidéoconférence, on demande bien évidemment d'utiliser la fonction main levée. On pourra accorder les tours de parole idéalement selon leur venue, selon l'ordre dans lequel ils apparaissent, autant qu'on peut. Sinon, il est toujours possible d'inscrire vos questions dans le module de clavardage. On essaiera de faire un suivi assez rapproché de ce qui s'y dit pour meubler la discussion le moment venu. C'est habituellement ce qu'on essaie de faire. La conférence aujourd'hui devrait durer, je dirais entre 30 et 40 minutes, quelque chose comme ça, ce qui nous permettra d'avoir une période de discussion d'une bonne quinzaine de minutes qu'on pourra moduler pour terminer le tour aux alentours de 14 heures. Alors, sans plus tarder, je vous invite, bien évidemment, les gens qui sont avec nous via Zoom, à fermer vos micros pour la durée de la conférence. Évidemment, les ouvrir lorsque votre tour de parole vient le cas échéant. Les caméras peuvent être ouvertes ou fermées à votre préférence. Seulement savoir que, comme les autres événements, les conférences sont enregistrées pour rediffusion sur nos plateformes YouTube. Et l'enregistrement comprend aussi tout ce qui se dit de manière publique dans le module de clavardage. Donc, seulement être courtois, comme on sait tous l'être pour ces événements. Alors, sans plus tarder, je vais départager mon écran et céder la parole à notre conférencière, Mme Amélie Daou-Boisvert. Bon, mais bonjour, bienvenue tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui, que ce soit en personne ou en ligne. C'est vraiment un honneur d'être à l'UQAM avec vous autres aujourd'hui, ou peu importe où que vous vous trouviez chez vous. J'avais envie de rapprocher deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, que ce soit dans ma vie professionnelle précédente de journaliste ou dans ma vie académique, le journalisme scientifique et le journalisme de solution. Puis peut-être en brève introduction, parce que l'histoire peut être intéressante, d'où je viens avec ça et pourquoi je m'y intéresse. Bon, à la base, j'ai étudié la biologie, donc j'ai fait des sciences naturelles, si on veut, avant de devenir journaliste. Et comme journaliste, bon, j'ai fait du journalisme scientifique, mais aussi du journalisme, surtout en santé, là, comme disait Jean-Benoît au Devoir, parce que c'était mon beat, puis ce n'était pas uniquement médical. La santé est éminemment politique, comme vous avez pu le constater pendant la pandémie. Mais rapidement, comme journaliste qui couvrait la santé, on se rend rapidement compte qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre système de santé. Tout le monde s'en rend maintenant compte, mais c'était mon quotidien avant la pandémie. Et je cherchais des moyens d'écrire des histoires qui n'étaient pas toujours vraiment redondantes, parce que les urgences débordent depuis 30 ans.
Et aussi qui pouvait donner peut-être un peu espoir aux gens que des fois, il y a des choses qui marchent comme il faut parce qu'il y en a. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux solutions qui pouvaient s'appliquer, que ce soit pour les soins aux aînés, que ce soit pour l'accès aux services de première ligne, des choses comme ça. Puis un des dossiers qui m'avait beaucoup occupé, c'était la pratique infirmière autonome, notamment sans nécessairement être supervisée de très, très près par un médecin. Je ne nommais pas ça le journalisme de solution à cette époque-là. Ce n'était pas connu au Canada et encore moins au Québec francophone, mais c'est une approche que je m'étais lentement appropriée. Donc, quand l'Université Concordia a affiché un poste de professeur en journalisme de solutions et de santé, je me suis reconnue immédiatement. Il n'y avait pas eu collusion pour créer le poste du tout. Et c'est comme ça que je me suis plongée dans l'univers du journalisme de solutions et que j'ai découvert, dans le fond, tout un courant académique en émergence à peu près depuis 2015. Et une appellation, le journalisme de solutions, qui en côtoie bien d'autres. Il y a des chercheurs qui ont récemment écrit un article qui m'a beaucoup aidé à classer le tout. On dit un nouveau champ d'études serait les X-journalism, dont X et journalisme, pour dire tous les qualificatifs qu'on accole au mot journalisme pour le décrire, que ce soit data journalism, journalisme citoyen, journalisme de solutions, journalisme scientifique. Ils en ont recensé dans la littérature plus d'une centaine. Et parmi ceux-là, un de ceux qui est, disons, en vogue, là, que ce soit tant au niveau académique que chez les praticiens, c'est le journalisme de solutions. Mais étonnamment, il y a très peu de rapprochements qui sont faits entre le journalisme de solutions et le journalisme scientifique, même très peu ou pas. Et pourtant, les liens de parenté sont nombreux, donc je voulais me pencher là-dessus avec vous aujourd'hui pour commencer à y réfléchir. Puis j'accueillerai vos idées aussi sur le sujet. Je n'arrive pas à changer de diapositive. Voilà. Juste pour définir rapidement le journalisme de solutions, parce que probablement que la plupart d'entre vous n'êtes pas familiers avec ça. Bon, il y a deux courants de pensée en journalisme de solutions. Le courant américain, qui est surtout, qui a des leaders en le Solution Journalism Network, qui est basé à New York. Eux, ils décrivent le journalisme de solutions comme une couverture rigoureuse et convaincante des réponses apportées aux problèmes sociaux par des reportages réalisés selon les exigences les plus élevées en matière de journalisme. Puis on remarque toujours un peu cette espèce de tendance-là chez les gens qui font du journalisme de solutions, une espèce avant même de recevoir des critiques, ils disent oui, on fait du journalisme sérieux. Comme une espèce de moyen de défense, je dirais, contre peut-être des critiques qui peuvent venir assez rapidement. Ici, là, un des journalistes, dans le fond, qui est impliqué dans le Social Journalism Network, qui est un pionnier du journalisme de solutions et canadien, c'est David Beers au TAI. Il l'explique de manière assez simple. Il dit « Most journalists ask what went wrong yesterday and who's to blame ». On le voit tous les jours dans les nouvelles. Solution Tourism ask « What might go right tomorrow and who's showing the way ». Donc, qu'est-ce qui va bien et qui sont les leaders à montrer ce qui va bien. Dans le fond, c'est comme de regarder le monde avec deux yeux et non pas un seul, pas seulement l'angle de ce qui va mal. Parfois, les gens qui ont des solutions peuvent tout autant influencer les politiques publiques que les gens qui montrent les problèmes. D'un point de vue académique, et là, la recherche est américaine et européenne. Là, Catherine Guildenstern est en Europe et c'est vraiment elle qui a réussi à définir d'un point de vue académique le journalisme de solutions. Elle a fait une thèse de doctorat déposée en 2011 où elle étudie les rapprochements entre le journalisme de solutions et la psychologie de courant positive. Et elle arrivait à une définition académique qui est assez partagée maintenant, assez consensuelle, disant journalism that involves applying positive psychology techniques to news processes and production in an effort to create productive and engaging coverage while holding true to journalism core functions. Dans sa thèse, elle explore notamment les différentes caractéristiques de la psychologie positive pour les appliquer au journalisme. C'est intéressant parce que dans le fond, la psychologie s'est longtemps intéressée aux problèmes de santé mentale.
comment les définir, comment les soigner, comment les diagnostiquer. Un peu comme le journalisme s'intéresse à ce qui va mal dans le monde et très peu à ce qui va bien. Donc, il y a vraiment un courant d'inspiration entre la psychologie positive et le journalisme de solutions dont Catherine Gilkenstead s'inspire. Brièvement, le journalisme de solutions, vous allez aussi voir journalisme constructif quand vous commencez à chercher là-dessus ou COJO. Le journalisme de solutions, bon, certains auteurs vont le placer comme une branche du journalisme constructif qui comprend notamment le journalisme de paix, le journalisme prospectif, le journalisme aussi plus en mode transformatif, notamment avec les Premières Nations. Et le journalisme civique là, des États-Unis des années 70, très proche des mouvements sociaux, notamment de défense des droits des personnes de couleur. Et donc, on va croiser des fois, comme synonyme, des fois non, SOJO, COJO, mais généralement, la plupart des auteurs vont placer le journalisme de solution comme une branche d'un plus grand parapluie qui comprendrait le journalisme constructif, mais ça peut être sujet encore à débat. Puis chez les praticiens, souvent, il n'y a pas de distinction qui va être faite. Chez les journalistes en tant que tels ou les médias, un ou l'autre va être utilisé, des fois même à tort là, dans certaines pratiques qu'ils vont adopter parce que ça reste en mouvance. C'est moins bien défini que peut être, par exemple, le data journalism qui a beaucoup plus de maturité jusqu'à maintenant. Je trouvais intéressant de vous partager les différences entre le journalisme constructif et le journalisme traditionnel tel que défini par le Constructive Institute. Je vous parlais plus des courants européens qui s'intéressent au journalisme de solution. Le Constructive Institute en est un. On voit clairement les différences dans le sens que le journaliste traditionnel, c'est un journaliste de chien de garde, on dit watchdog en anglais, on surveille les gens qui ont le pouvoir, qui ont l'argent dans nos sociétés pour être certain que le tout est bien administré. On s'intéresse au présent ou au passé. Hein, au présent, avec les breaking news qu'annonce le Dr Arruda aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à la commission d'enquête sur les CHSLD en journée scientifique? Ça va être c'est quoi la découverte dans Nature qui paraît cette semaine? Journée d'investigation, on va aller fouiller dans le passé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est à blâmer dans certaines situations. C'est le cas là, pour les CHSLD, notamment dans la pandémie, qui est à blâmer. On va être très critique. On va focusser sur le drame, même parfois le sensationnalisme. Dans le cas du journalisme constructif, on s'intéresse davantage au futur, à demain, qu'est-ce qui pourrait aller mieux demain en fonction de ce qui se fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On sait qu'il y a tel problème social, par exemple, les problèmes dans les CHSLD. Qui fait mieux? Quel pays fait mieux? Qui s'occupe mieux de ces personnes âgées? Qui a bien fait pendant la pandémie? J'en ai vu quelques reportages la semaine dernière là, des CHSLD où bon, ils n'ont pas suivi les directives gouvernementales, ils ont fait mieux, notamment l'hôpital chinois, là, ici à Montréal, ils n'ont pas eu de cas dans la première vague ou très peu. Et donc, d'aller s'inspirer des meilleures pratiques comme ça pour voir est-ce qu'on pourrait appliquer ça à plus grande échelle. Des fois, non. Hein, des fois, des choses qui s'appliquent dans un environnement X ne vont pas s'appliquer dans un enfant Y. Environnement Y, mais c'est très rare que les journalistes vont s'intéresser à ce genre d'histoire de par définition ce qu'ils sont dans la vie. Là. Les journalistes, ça a été étudié d'un point de vue sociologique, s'intéressent très souvent à ce qui va mal pour toutes sortes de raisons historiques, notamment. C'est intéressant de dire ce que n'est pas le journalisme de solution, ce n'est pas la bonne nouvelle TVA. Ce n'est pas un journaliste de bonnes nouvelles ou de nouvelles positives, bien que ça peut être plus positif que les nouvelles traditionnelles, mais on n'est pas à la recherche là, de la bonne nouvelle à tout prix. Ce n'est pas un journaliste d'inspiration non plus, ou on pourrait dire un lifestyle un peu. Ce ne sont pas des portraits de sauveurs, de héros-preneurs. Quand la solution repose sur les épaules d'une seule personne qui viendrait sauver les autres, là, puis on voit beaucoup en anglais, on dit trope, là, du white savior notamment, qui est présent dans les médias depuis de très nombreuses années, qui est un vestige du colonialisme, notamment quand on aborde les questions des communautés autochtones. Le journalisme de solution, ce n'est pas cela. Ce n'est pas non plus un catalogue d'initiatives, comme des points de forme à la BuzzFeed, de tout ce qu'on pourrait faire pour
diminuer notre empreinte environnementale en 10 étapes faciles. Ce n'est pas cela non plus. Et ce n'est pas non plus des enquêtes où on verrait une solution à la fin, parce que beaucoup de journalistes vont dire « Ah, moi, j'en parle des solutions. Quand je fais une enquête, je finis par me pencher là-dessus. Oui, mais c'est le dernier paragraphe, ce n'est pas le focus de ton reportage. Tu ne l'as pas fouillé en profondeur. Ce n'est pas ça non plus, le journalisme de solution. » Voilà. Un exemple ici, ce n'est pas du tout contre la presse ou le chef de la police de Longueuil, Fadi Daguerre, mais je trouve que c'est l'archétype justement du héros qu'on utilise pour faire supposément du journalisme plus positif. M. Daguerre a une approche très différente avec la police de Longueuil. Il essaie des choses, c'est vraiment très bien, mais c'est toujours lui le focus des reportages. Donc, c'est toujours grâce à lui, ça repose sur ses épaules. Il est vraiment mis en vedette. Pourtant, je suis certaine qu'il n'est pas seul à la police de Longueuil pour avoir du succès comme ça avec ses démarches. Et donc, en journaliste de solution, on va essayer de s'éloigner de la personne vedette comme ça, parce que dans le fond, qu'est-ce qui se passe si cette personne-là n'est plus là pour porter la solution? Est-ce qu'elle s'écroule ou est-ce que la solution va perdurer dans le temps? Est-ce qu'elle repose sur une seule personne? Donc, on essaie le plus possible de s'éloigner de ce genre de reportage où on va monter un héros de toutes pièces d'un point de vue médiatique, parce qu'encore là, je suis certaine que le chef de la police de Longueuil ne travaille pas seul sur ces solutions, loin de là. Pourquoi les médias se lancent dans le journalisme de solutions? Il y a des évidences anecdotiques qui proviennent des médias eux-mêmes qui font du journalisme de solutions. Par exemple, The New York Times, qui est un pionnier là, en journalisme de solutions, The Guardian aussi, qui a la section dit Upside, et bien d'autres. De manière anecdotique, les médias m'ont rapporté qu'ils ont plus d'abonnements depuis qu'ils approchent cette solution-là, que les pages vues sur leur site web pour les articles de solutions, il y a plus de pages vues où ils vont avoir une plus longue impression des écrans, que les conversations sur leurs réseaux sociaux, sur Facebook notamment, sont plus positives quand ils postent une histoire de solution que les histoires traditionnelles. Et qu'aussi, ça attire davantage de dons philanthropiques. On sait que de plus en plus, les médias se tournent vers la philanthropie pour réparer leur modèle d'affaires qui est brisé depuis maintenant deux décennies. Et donc, c'est toujours difficile d'aller chercher des sous de la philanthropie quand on enquête, hein, puis on brasse des choses dont les gens ne veulent pas nécessairement parler, ce qui ne veut pas dire que… Et là, il peut y avoir un danger. Est-ce que les médias vont s'éloigner de leur… certains médias pourraient s'éloigner de leur fonction première de chien de garde dans nos sociétés de quatrième pouvoir pour attirer davantage d'argent, notamment avec le genre de solutions en philanthropie. Je vois là une part de risque. Là. Il y a comme une part de risque que je trouve on doit surveiller, bien que ça puisse être positif aussi dans l'autre sens. Donc, c'est un couteau à double tranchant. C'est le Nice ce matin, notamment en France, là, qui est un journal local, qui disait que ses abonnements, c'est un journal qui allait vraiment pas bien là, quand ils ont adopté le journalisme de solution. Puis, ils ont vu une grande différence dans la relation à leur communauté, les abonnements. Entre autres, de leur côté, du côté de The Guardian, ils disaient plus de vues, plus de partages sur les réseaux sociaux, avec le journalisme de solution de leur côté. Mais bon, ça reste l'évidence anecdotique. On peut regarder, bon, est-ce qu'il y a de l'évidence scientifique parce qu'il y a de la recherche en journalisme, en communication. Elle est embryonnaire, à mon avis, à ce moment-ci. Là, comme je disais au début, ça fait seulement depuis à peu près 2015, sérieusement, qu'il y a des articles scientifiques sur le journalisme de solution. L'évidence reste anecdotique, souvent suite à des sondages en ligne avec des panels, notamment, des fois des case studies, mais on voit, bon, de manière générale, un plus long temps de lecture chez les lecteurs, plus d'engagement sur les réseaux sociaux, un peu plus d'envie de consommer l'information, des sentiments positifs chez les lecteurs, plus de curiosité, un sentiment d'auto-efficacité, notamment face au changement climatique, plus d'intérêt pour les jeunes lecteurs, une plus grande confiance entre le média et ses lecteurs ou ses auditeurs. Mais des fois, il y a des
des évidences conflictuelles qui nous arrivent. Par exemple, au Guardian, ils disent, oui, on a plus de vues ou plus de partages sur certaines histoires qui sont plus accrocheuses pour toutes sortes de raisons, mais moins sur d'autres, sur nos histoires plus complexes, on le verra moins. Donc, par exemple, quand ils ont fait un article sur le retour de la vie sauvage dans les villes pendant la COVID, ça a eu un succès monstre avec un angle de solution, mais quand ils font des articles plus nichés, comme sur les micro-prêts dans les pays en développement, ce n'est pas les histoires qui vont avoir les mêmes genres de succès, même si c'est du journalisme de solution. Donc, à mon sens, l'évidence scientifique est encore trop embryonnaire pour qu'on puisse encourager à tout craindre les médias à se lancer dans le journalisme de solution, bien que ce soit à explorer. Juste rapidement, là, pourquoi les médias sont si négatifs ou pourquoi ça fonctionne comme ça. Il y a différents chercheurs qui l'ont étudié, dont Stuart Soroka, qui était auparavant à McGill, qui est maintenant aux États-Unis. Les nouvelles négatives, quand on étudie les publics, on leur met des senseurs, notamment physiologiques, vont générer une activation physiologique plus grande là, que les nouvelles positives. Mais il y a une grande variation individuelle. Ce n'est pas vrai chez tout le monde. Donc, il y a une opportunité pour cibler des publics différents. Puis tous les médias maintenant sont des médias de niche. Tous les médias doivent aller chercher leur public. Et donc, il y a une opportunité là si il peut y avoir une certaine adéquation entre le genre de public qu'un média veut aller chercher et le journalisme de solution. Je vois là-dedans, moi, un grand angle mort comme ancienne journaliste scientifique, comme quelqu'un qui a étudié en sciences, qui s'intéresse au journalisme scientifique. J'ai eu des conversations super intéressantes avec des scientifiques là-dessus qui m'ont amené dans ces réflexions-là. C'est OK, d'accord, des solutions, mais lesquelles? Lesquelles on met de l'avant? Sur quelle base de quelle preuve? Est-ce que ça doit absolument être evidence-based pour que ça vaille un reportage? Est-ce que les savoirs expérientiels sont tout aussi valides pour appuyer des solutions? Est-ce que je dois absolument avoir des experts dans mon article ou des données? Et c'est une question que ce n'est pas vraiment posé le milieu du journal de solution, probablement parce que le rapprochement avec les journalistes scientifiques, ce n'est pas encore fait. Il commence très tranquillement à se faire. Et je pense que ce sont des questions importantes parce que quel est l'impact de mettre de l'avant une solution qui n'est pas evidence-based ou qui pourrait s'avérer finalement plus nuisible que bénéfique? Puis là, on pourrait avoir plein d'exemples très faciles avec la COVID de solutions qui ne se sont pas avérées aussi prometteuses qu'on le croyait ou des solutions qui ont été au contraire mises au pilori au début de la pandémie, notamment les masques, alors que maintenant, on s'entend que le masque est adopté partout dans le monde comme mesure barrière numéro 1. Je suis allée fouiller du côté des critères actuels du Solution Journalism Network pour essayer de voir est-ce qu'ils se posent la question de la prépondérance des preuves qui sont nécessaires en journalisme de solution et c'est quoi, dans le fond, leurs critères de qualité à eux pour du bon journalisme de solution. Pour essayer de voir s'il y a des rapprochements. Ils nous disent d'abord un reportage de journalisme de solution doit répondre à un problème social. Donc, à la base, on s'intéresse à un problème qui existe, là, pas un problème fictif. Et est-ce qu'il fonctionne pour vrai en ce moment pour répondre à ce problème social-là et pourquoi? Par exemple, la crise du logement à Montréal, il y a un vrai problème social. Est-ce qu'il y a des arrondissements où on a mieux répondu à ce problème-là? Pourquoi ça fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne? Ou des villes ailleurs qu'à Montréal dans le monde où ils ont répondu à l'explosion du marché immobilier puis au problème de logement abordable, etc. Le Solution Journalism Network nous dit aussi le reportage doit présenter l'histoire derrière le cheminement de cette réponse. Pas juste nous dire là, chiffre à l'appui, pourcentage à l'appui, à Strasbourg, on arrive à loger plus de monde, puis la crise du logement est réglée, c'est complètement fictif, je ne sais pas pour Strasbourg. On veut l'histoire derrière, puis les humains qui ont rendu ça possible. Pour montrer le côté humain là, du déploiement de la solution. Quand même, le Solution Journalism Network ajoute il faut présenter des données qui soutiennent l'efficacité de la réponse, mais ils ne nous disent pas quel genre de données. Donc, quel genre de données, ils n'ont pas de critères pour dire quelles données suffisent ou sur quoi se baser. Mais je trouve ça quand même intéressant qu'ils mettent dans leurs critères de qualité du journal de solution. Il faut absolument parler des limites des solutions sur lesquelles on fait des reportages. Tout comme en journalisme scientifique, c'est
central de parler des limites de la science sur laquelle on fait des reportages et du contexte dans lequel l'efficacité a été possible. Dans cet ordre d'idée-là, je reviens toujours à une histoire que j'ai suivie pendant quelques années où à Montréal, il y a des chercheurs, il y avait une initiative pan-canadienne qui s'appelait Housing First, qui disait n'attendons pas que les personnes en situation d'itinérance se trouvent un logement d'elles-mêmes, aidons-les avec une équipe pluridisciplinaire à se loger dans des logements souvent privés en convainquant des propriétaires de leur louer un logement, en les aidant à remplir les papiers pour avoir un revenu, etc., en les soutenant avec une équipe notamment en santé mentale ou en toxicomanie quand c'est nécessaire pour qu'ils aient un logement. Puis voyons combien on va économiser parce qu'ils n'ont pas pris l'ambulance, ils ne sont pas allés à l'urgence, ils ne sont pas allés en refuge, ils n'ont pas eu de problème avec la police, etc. C'était vraiment un très beau projet de recherche. C'était pan-canadien. Il y avait eu des expériences Housing First ailleurs dans le monde avant que ce soit à Montréal. Mais à Montréal, ça ne s'est pas bien implanté pour toutes sortes de raisons. Le contexte montréalais, la manière que le système de santé fonctionne, le genre de services que les organismes communautaires donnent. Disons que la colle prenait moins que dans d'autres villes canadiennes pour toutes sortes de raisons vraiment complexes. Donc, le contexte d'efficacité, pour moi, est super important à s'intéresser. Puis ça, tu ne le verras pas dans les données brutes nécessairement. Tu vas le voir en parlant à des humains, quoique ça peut, si tu travailles tes données comme il faut pour en tenir compte, tu peux le trouver, mais ça reste des histoires humaines pour raconter ce genre de limites-là. Donc, suite à toutes ces réflexions, je me disais, bon, est où l'intersection avec le journalisme scientifique et entre le journalisme scientifique et le journalisme de solution? Est-ce que des personnes dans le milieu académique ou des praticiens du journalisme s'y sont intéressés? Et à ma grande surprise, non, presque pas. Il n'y a pas de littérature scientifique sur l'intersection entre le journalisme scientifique et le journalisme de solution. Zéro résultat quand tu croises les bons mots-clés dans les bases de données comme Web of Science ou Dimension ou nos bases de données en communication, juste rien. Il y a eu un atelier à la récente, ça doit être la dernière qu'ils ont fait, là, la World Conference of Science Journalists, qui était à Lausanne en 2019. Il y a eu une conférence du Solution Journalist Network, donc on voit qu'il y a peut-être eu un rapprochement là, un intérêt, mais sans plus. Par contre, il y a un angle qui est de plus en plus exploité par les médias eux-mêmes, par les praticiens de solutions et qui est scientifique, la crise climatique. Notamment en réponse à un certain écœurement, on va se dire, des publics à entendre parler de la crise climatique de manière très négative. On peut se désengager à force de penser que de toute façon, il y a plus d'espoir, puis minuit une, mais minuit une. D'ailleurs, en cette journée de finalisation des tractations à Glasgow, l'optimisme n'est guère au programme, n'est-ce pas? Donc, pour aller garder nos lecteurs et continuer à leur parler de climat, notamment au Guardian qui a mis le climat à l'avant-plan dans sa couverture journalistique, beaucoup se sont dit, mais on va aller dans l'angle des solutions puisqu'elles existent. On en connaît plusieurs, que ce soit au niveau local, hyperlocal, national, international. Puis il y a eu une prolifération dans les derniers mois, dernières années de newsletters, donc d'infolettres. Les médias sont vraiment dans les infolettres. C'est comme, ça fait partie des nouveaux paradigmes des modèles d'affaires, notamment Fix the Planet à New Scientist, Chasing Zero chez Wired. Il y en a plein d'autres. Et ça marche bien. Selon les médias qui les ont lancés, ils ont beaucoup d'abonnements, beaucoup de gens qui s'intéressent à ces infolettres. Et donc, mais ça n'a pas été étudié encore d'un point de vue académique, donc quelqu'un veut faire une maîtrise ou un doctorat sur le sujet, ils sont les bienvenus pour me contacter. Sinon, le seul autre académique que j'ai trouvé qui s'intéresse à ça tout comme moi, s'appelle Anne Nguyen, il est à Bournemouth au Royaume-Uni. Il a eu une subvention dans le cadre justement de la COVID pour explorer les intersections entre le journalisme scientifique médical, dans ce cas-ci, et le genre de solutions. Il a commencé à faire des études exploratoires sur le sujet qui sont vraiment intéressantes, que vous pouvez trouver en ligne. Notamment, il a trouvé que la consommation médiatique des audiences, notamment au Royaume-Uni, a suivi les courbes de la COVID. Donc, quand ça allait très mal et qu'il y avait beaucoup de temps, les gens s'informaient davantage pour savoir comment se protéger, comment vivre leur vie de tous les jours, malgré la présence du virus. Puis quand les courbes pandémiques la consommation médiatique
aussi. Donc, il y a quelque chose de vraiment intéressant là. Puis on l'a vu aux États-Unis aussi, là, au début de la première vague de la pandémie, il y a des gens qui étaient complètement déconnectés des médias depuis de nombreuses années, puis par sondage, on voyait qu'ils reconnectaient avec les médias traditionnels. Évidemment, la pandémie a évolué depuis, puis il y a eu toutes sortes d'étapes. Je ne sais pas si ça a été un effet durable nécessairement, parce qu'il y a d'autres gens qui se sont tournés vers des sources alternatives d'informations qui ne sont pas nécessairement fiables et crédibles. Ils ont aussi vu que les gens rapportaient pendant la pandémie que les nouvelles affectaient leur santé mentale, qu'elles étaient trop négatives, trop répétitives aussi. On va le voir avec les chaînes d'infos en continu notamment, qu'il y avait une espèce d'infobésité de se faire répéter constamment la même chose, les mêmes mesures, etc. Qu'il y avait une certaine demande du public pour plus de nouvelles positives qui pourraient être une occasion notamment pour le journalisme de solutions. Donc, je vous invite à regarder quand même ce projet-là, le COJO Against COVID au Royaume-Uni. Ce qui m'a fait réfléchir à tous les mariages possibles qu'on pourrait avoir entre comment le journal scientifique peut aider le journaliste de solution, comment le journaliste de solution peut aider le journaliste scientifique. Est-ce que notamment le processus habituel de vérification du journalisme scientifique, quand les journalistes scientifiques ont développé toutes sortes de stratégies pour communiquer la bonne science, comprendre le consensus scientifique, vulgariser la science, etc., pourrait s'appliquer au journalisme de solution? Est-ce qu'on pourrait se parler de ce point de vue-là? Du côté du journal scientifique, pourrait apprendre du journal de solution à regarder si les solutions existent au-delà du papier, donc de faire des reportages au-delà de la découverte ou des articles scientifiques papier, puis aller dans l'expérientiel, puis comment ça s'applique sur le terrain. Une vision SOJO finalement appliquée au journal scientifique. Avec qui a essayé, comment, avec quels résultats, quelles limites, comment ça s'est passé, quel vécu, au-delà des données qu'on a. Autre pratique intéressante que les journalistes scientifiques, notamment, s'y intéressent, et les journalistes de solutions aussi, toujours s'intéresser à qui finance ou promeut une solution, qui a intérêt à ce que cette solution-là soit mise de l'avant, parce qu'évidemment, il y a des lobbies ou toutes sortes de groupes d'intérêt qui peuvent venir brouiller, disons, le discours public dans leur propre intérêt, non pas dans l'intérêt public. Enquêter sur les succès, miner les données pour des solutions plutôt que des problèmes. Exemple, si on se plaint du manque de diversité dans les conseils municipaux au Québec, est-ce qu'on peut fouiller pour voir quel est le conseil municipal qui a la plus grande diversité et comment ils en sont arrivés là, comment on a recruté des personnes différentes et plus représentatives de la population pour siéger notamment à Longueuil. Là, il y a eu quand même plusieurs plafonds de verre qui ont été brisés lors des dernières élections municipales et comment ils ont fait ça. Et idée pour le genre de solution, parler à des experts, oui, dans les reportages, parce qu'ils ont des choses à dire et des nuances à apporter qui sont vraiment importantes, puis ils détiennent souvent des données importantes à communiquer quand on parle d'une solution, mais éviter le journalisme d'experts, où on se parle entre experts, ça allait parler aux gens sur le terrain qui sont touchés. On parlait des problèmes de logement, parlons à des gens qui ont de la misère à se trouver un logement, pas juste à des experts en urbanisme, bien qu'ils ont des choses intéressantes à dire. Je vais passer rapidement avant la période de questions, juste pour vous parler des projets de recherche que j'ai en cours actuellement en lien avec le journal de solutions. Pour vous donner une idée, quand j'ai commencé, il n'y avait aucune recherche académique sur la journal de solutions au Canada, ou à peu près pas. Il y avait eu comme une thèse de maîtrise à l'Université de Montréal décrite. Quelqu'un qui complétait son doctorat en Colombie-Britannique, c'était à peu près tout. Donc, ma question numéro 1, c'était qui pratique le journalisme de solutions au Canada? Ma deuxième question que j'ai à peu près répondu, j'ai un répertoire de médias qui font du journal de solutions que je tiens à jour. Comment les médias le pratiquent, le définissent, en justifient l'usage et en font la promotion. Donc, j'ai étudié un corpus de textes où des médias font la promotion du journal de solutions, de son utilisation de leur côté, et pour essayer de voir comment ils définissent leur usage et comment ils le justifient. Autre projet de recherche, comment les lecteurs perçoivent le journal de solutions. Donc, ça, c'est un projet de recherche avec le magazine Nouveau Projet. Magazine qui a accepté qu'on publie des reportages de journal de solutions dans leur page. C'est un magazine qui paraît 2 fois par année, qui fait du long form, qu'on dirait en anglais,
des reportages longs. Et donc, dans les 2 derniers numéros, il y a eu des longs reportages de Journée de Solutions, notamment un sur Lac-Mégantic, comment ils approchent l'énergie verte suite à la tragédie ferroviaire qu'ils ont vécue, et aussi des chroniques de Journée de Solutions plus courtes. Et dans le plus récent numéro, celui de l'automne, c'était davantage une question d'urbanisme, comment certaines villes au Québec combattent l'étalement urbain, des villes de taille moyenne comme Plessisville notamment, qui ont Nicolette, qui ont des approches super innovantes pour contrer l'étalement urbain, le gruger des terres agricoles, etc. Puis ensuite, on a interviewé une vingtaine de vrais lecteurs de nouveaux projets, donc des entretiens qualitatifs semi-dirigés en profondeur suite à leur lecture des articles pour voir comment ils ont... On ne leur disait même pas que c'était le jour de solution, on voulait voir est-ce qu'ils percevaient qu'il y avait une différence, comment ils se sentaient après avoir lu ça, etc. Puis les résultats sont en cours d'analyse, donc je ne peux pas vous en dire vraiment plus. Et le dernier projet, c'est comment l'enseigner. C'est un projet que j'ai avec Madame la Dr Caroline Truchon à l'Université du Québec en Outaouais, qui enseigne les communications. Et Caroline est la PI sur le projet. L'idée, c'est qu'à l'hiver prochain, toutes les deux, on va intégrer davantage de journalistes de solutions dans les cours qu'on enseigne respectivement. Moi, à Concordia, en journalisme scientifique, elle, en communication à l'UQO. Et on va s'intéresser aux enjeux éthiques autour de l'intelligence artificielle du point de vue du journaliste de solutions, parce que souvent, l'intelligence artificielle, ça va être un des thèmes un peu galvaudés comme solution. L'intelligence artificielle peut tout régler tout le temps sans qu'on voit nécessairement les limites ou les enjeux éthiques qui viennent avec ça, notamment si l'intelligence artificielle, je vois le chum à travers ma fenêtre, si c'est l'intelligence artificielle qui diagnostique mon prochain cancer, ça vient avec quelle implication? Prochain cancer, j'en ai pas eu, mais je ne veux pas en avoir non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'intelligence artificielle se mêle des diagnostics, quelles sont les limites, les enjeux éthiques de ça, puis comment on peut l'enseigner pour que justement les reportages qui s'intéressent à l'intelligence artificielle soient, oui, des reportages de solutions, mais avec une profondeur critique peut-être un peu plus intéressante et réaliste par rapport à cette technologie-là qui n'est pas nécessairement parfaite. Voilà. Donc, je pense qu'on pourrait passer peut-être aux questions. Je vais juste vous montrer rapidement ce graphique-là, parce qu'on parlait de qui pratique le jour de solutions au Canada. Ça, c'est l'évolution depuis 2005 là, qui vient de mon répertoire. Donc, on voit vraiment une évolution rapide depuis 2017 à peu près. De plus en plus de journalisme de solutions. En noir, c'est les médias alternatifs. En gris pâle, les médias traditionnels, et en gris intermédiaire, je les appelle blended. C'est des médias qui sont à cheval entre la communication, les relations publiques et du journalisme. Ils disent faire du journalisme, mais en même temps, ils ne correspondent pas à 100% à certains critères. Il y en a que j'ai complètement éliminés. Pour moi, ce n'était pas du journalisme. Il y en a certains que je trouvais qu'ils se qualifiaient encore quand même, donc j'ai gardé, je les ai mis dans blended. On voit vraiment que les médias alternatifs au Canada, et là je pense à The Tyee, de Narwhal, notamment en Colombie-Britannique, mais il y en a bien d'autres, ont été des pionniers du journalisme de solutions au Canada. C'est eux qui l'ont amené. Puis ce qu'on voit depuis 2017, la croissance, oui, il y a certains nouveaux médias alternatifs qui s'y intéressent, mais beaucoup de médias traditionnels, que ce soit la presse, que ce soit le 24 heures, les coops de l'information, qui font du journalisme de solution, mais de manière plus expérimentale. Là, c'est ce que j'ai vu dans l'étude des corpus où ils s'en vantent, corpus de texte. Ils laissaient comme une solution parmi d'autres pour leur modèle d'affaires ou leur relation avec les publics qui est un peu brisé. Et donc, alors que les médias alternatifs, ils sont davantage dans « ça fait partie de notre mission ». C'est notre mission à The Tyee ou à The Narwhal d'être proche de notre communauté. Pour nous, c'est une manière d'être en relation avec nos lecteurs que de faire du journalisme de solution. Donc, je vois des différences notables entre la manière dont les médias traditionnels et les médias alternatifs se l'approprient, en font la promotion, etc. Et juste pour vous montrer vite de quoi ça avait l'air dans le nouveau projet, ça c'est l'article dans le fond dont je vous parlais sur Plessisville, Nicolette puis d'autres villes qui combattent l'étalement urbain. Cette photo-là, je la trouve fascinante. C'est à Plessisville. C'est une ville d'à peu près 2 km de diamètre et sur cette grande rue-là, d'un côté, tu vois un champ, de l'autre aussi.
d'un bout à l'autre, tu vois l'horizon de chaque côté. C'est vraiment comme un carré de ville dans des champs. Donc, eux, le problème de l'étalement urbain, là, il est là, là. Ils ne peuvent pas aller gruger les terres agricoles autour. S'ils commencent à faire ça, ils vont juste s'étaler, s'étaler, s'étaler. Donc, ils recyclent notamment des terrains qui étaient industriels, notamment des bétonnières, toutes sortes d'industries qui avaient à Plessisville, qui n'ont plus trop leur place dans le centre de la ville maintenant, qui vont s'excentrer un petit peu. Mais comment on recycle ces terrains-là pour en faire quelque chose d'intéressant, que ce soit des habitations, des parcs, des pistes cyclables, des endroits où les gens vont avoir envie de vivre sans aller vivre dans une plus grande ville comme Drummondville, là, qui est pas si loin. Super belle expérience avec nouveaux projets qu'on espère pouvoir poursuivre, là, peut-être avec un prochain volet du projet, mais qui était fort concluante. Là, les articles étaient signés par Diane Bérard, qui est probablement la première journaliste québécoise, elle était aux affaires auparavant, donc une journaliste économique qui s'était intéressée au journalisme de solutions et notre plus grande spécialiste du journalisme de solutions. Vous pouvez notamment l'entendre à RDI Économie, à la télévision et la lire un peu partout. Donc, Diane, que je remercie parce que c'est ma grande complice dans mes projets également. Voilà. Donc, je serai prête à plutôt passer aux questions. Parfait. Alors, donc, je commence par te remercier, Amélie, de cette conférence qui a été des plus éclairantes et des plus intéressantes. Je suis à peu près certaine. Arrêtez le partage d'écran, qu'est-ce que tu en penses? Comme tu veux, vraiment, à ton choix. Ce sera bien, on pourra voir les intervenants qui poseront des questions. Arrêtez. Oui, juste là. On va l'avoir. Vas-y, fais. Voilà, bon, parfait. 18 mois d'enseignement sur Zoom. Et si rapidement. On va trouver des solutions. Donc, moi, j'ai plein de questions. Je multiplie mes post-it. C'est l'étalement urbain de mes questions. Mais je préférerais quand même laisser la chance à quelqu'un de poser la première question. Si quelqu'un veut bien se lancer, je ne vois pas encore de main levée dans le logiciel Zoom. Est-ce que quelqu'un... Eh bien, le temps que vous y réfléchissiez, j'ai l'ami François ici qui a levé la main. C'est moi l'ami François. Salut l'ami François. Merci beaucoup pour la présentation. Avant de se lancer dans les points de contact avec le journalisme scientifique, j'avais des enjeux, moi, de compréhension d'où commençait et où finissait le journaliste de solution. Donc, pendant que tu parlais, moi, je ne connaissais pas ça. Tu sais. Donc, pendant que tu parlais, je regardais The Guardian The Upside. Il semblait, comme moi, comme lecteur, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Là. Il y a des trucs très people, la dame qui a changé de carrière, des trucs, il y avait un truc récent sur aux États-Unis, finalement, le monde ne sont pas si tristes que ça, des sondages là-dessus. Il y avait des initiatives plus citoyennes. Donc, il y avait beaucoup de choses. Puis là, je me disais, ça devait bien exister avant. Et là, je vois ton graphique qui a l'air de dire que non, en fait, ça n'existait comme pas avant au Canada. Là, je me demande, est-ce que finalement, moi, je lisais des magazines, nouveaux projets incluants, même donc, dans ma jeunesse, je lisais d'autres affaires où il y avait clairement ce type de nouvelles-là. Donc, est-ce qu'il se passe, c'est plutôt un déplacement du magazine vers... Non, c'est plus une étiquette qui n'existait pas avant, un peu comme on va dire le data journalism existait avant qu'on y accole une étiquette. Mais le fait de le définir puis d'y accoler une étiquette va aussi créer un effet d'entraînement où des gens qui ne connaissaient pas ça et qui ne pratiquaient pas vont se mettre à en faire. On l'a vu avec le data journalism qui est comme mon baromètre là, de comment ces phénomènes-là se passent. La première fois que le terme « solution journalism » apparaît quelque part dans quelconque littérature que ce soit, c'est dans le Columbia Journalism Review, qui n'est pas un magazine scientifique, mais disons de réflexion sur le journalisme quand même, qui a une certaine profondeur. C'était en 98. Et là, notamment, le premier questionnement des intervenants que la journaliste interviewe dans cet article-là, c'est oui, mais j'en parle des solutions, ça existe déjà. Donc, cette réflexion-là est là depuis le début. La différence depuis qu'il y a une étiquette, c'est qu'elle va être utilisée, à mon sens, à des fins marketing, puis au sens de d'autres académiques qui étudient le phénomène, notamment Pauline Amiel en France, à des fins marketing de la part des médias pour signaler à leur public
vous êtes tanné des nouvelles, venez chez nous. Il y a de ça là, qui se passe il y a même certains auteurs, notamment en France, qui vont dire ben, il y a une part de risque là, puis je suis d'accord. On va même appeler ça un cheval de Troie pour du marketing, dans le fond, d'utiliser le terme journaliste de solution. Moi, je pense que ça peut être autre chose si c'est bien fait, mais ce n'est pas tous les médias qui vont s'accoler cette étiquette-là, qui vont suivre les meilleures pratiques du Social Journalism Network ou même du journalisme scientifique. Quand on parlait de quelle évidence utiliser dans nos reportages, ils peuvent simplement utiliser l'étiquette pour en faire ce qu'ils veulent. Hein? Et donc, ce serait comme une autre étape en étudiant le marché canadien, d'étudier qu'est-ce qui se fait vraiment sous cette étiquette-là. En ce moment, j'ai étudié les corpus où ils en font la promotion pour voir comment ils en parlent. Puis l'étape d'après, ce serait d'étudier les corpus réels d'articles qui sont produits, puis en quoi ils sont ou non du journalisme de solution. Pour clarifier, quand tu me montres le graphique avec les médias, c'est les gens qui s'en réclament, absolument, qui s'en réclament. Et qui s'en vantent dans des éditoriaux, en ayant une bannière, en ayant une section, en accordant des entrevues là-dessus, même en publiant des communiqués de presse. Oui, carrément, là, il y a vraiment une espèce de discours autour du journalisme de solution qu'on va voir. Voilà. Parfait, merci. Je demanderai à Catherine Barré de se présenter, de présenter sa question. Oui, bonjour. Allô, Amélie. Salut, Catherine. En fait, là, je pensais à ce qui se passe au Québec en journaliste de solution, puis j'avais en tête, tu parlais du journaliste de solution appliqué à la crise climatique. Fait évidemment, je pense à 1.5. Puis là, c'est notre leader. Là, je m'excuse de ne pas l'avoir mentionné avant, mais c'est sûr que c'est le média qui a le plus le journaliste de solution inscrit dans sa mission. Ouais. Puis, il y a Pivot qui vient tout juste de naître, qui inscrit le journaliste, qui inscrit les solutions, la recherche de solutions dans sa mission. Bon, Pivot particulièrement, ils disent qu'ils prennent position. Ils sont à la limite ou carrément dans le militantisme. Mais même ceux qui s'intéressent à la crise climatique, le climat, c'est politique aussi. Fait qu'ils se positionnent d'une certaine façon en défendant ça. Fait qu'est-ce que le journaliste de solution vient automatiquement avec une prise de position? Je l'ai étudié. C'est vraiment intéressant que tu poses la question, parce que je n'ai pas eu le temps de passer la slide, je m'excuse pour l'anglais. J'enseigne en anglais tous les jours, hein, des fois c'est difficile. Dans mon corpus là, de textes où les médias se vendent d'utiliser le journalisme de solution, une des catégories qui est sortie à l'analyse qualitative, c'était notamment des advocates de quelque chose, que ce soit de prendre carrément position, de dire nous, on s'intéresse à la crise climatique, on pense qu'il doit y avoir des changements pour répondre à la crise climatique, puis c'est notre ligne éditoriale, mais aussi, c'est le cas notamment de certains médias comme La Converse, où là, ce n'est pas la crise climatique, où il va y avoir de l'advocacy, c'est vraiment la diversité des voix dans les médias, puis la diversité d'un point de vue équité, diversité, inclusion. Et dans ces cas-là, oui, le journal de solution est présenté comme une manière de répondre à leur mission qui est plus militante, disons, que celle d'un média traditionnel comme, je ne sais pas, la presse ou de Gazette. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Les médias alternatifs ne se cachent pas d'avoir des prises de position puis de se situer à certains spectres, sur un certain spectre politique. Puis on pourrait argumenter que les médias traditionnels se situent sur un spectre politique, mais s'en vendent juste pas si fort que ça. Mais ce n'est pas tous les médias qui avaient ce côté advocacy. Là, pas du tout. C'était juste quelques-uns. J'en avais comme 5-6 dans mon corpus qui se positionnaient clairement en disant on utilise le journal de solution à des fins qu'on pourrait dire politiques, là, que ce soit pour le climat ou pour des questions d'équité, diversité et inclusion. Merci. Puis, sous question, est-ce que cette liste-là, ce registre-là, tu le rends public? Ou... J'aimerais bien ça. Il faudrait que je prenne le temps
demander à une assistante de recherche, parce que je travaille surtout avec des femmes, de faire un petit site web pour qu'on mette tout ça en ligne. Ce serait vraiment le fun. Mais sinon, la version préliminaire, là, comme a été publiée dans une note de recherche dans les cahiers du journalisme, si tu tapes mon nom dans Google, cahier du journalisme, c'était comme la première version du répertoire. Puis là, ben, j'ai soumis à une autre revue, là, plutôt en anglais, l'analyse qualitative des corpus puis la mise à jour là, du répertoire. Donc, on pourrait s'attendre à ce que d'ici quelques mois ou années, selon la vitesse du processus académique, ça soit publié. D'accord, merci. Merci, Catherine. Merci, Catherine, pour cette question. Le temps que d'autres nous parviennent, moi, j'en aurais une. En fait, j'aimerais ramener un peu la discussion sur l'idée de l'angle mort et de quelles preuves sont nécessaires ou de la place de l'expert ou de la science ou de la démonstration et des faits dans le journalisme de solution. Puis, c'est une question qui recoupe un peu une question de support ou de format. En t'entendant parler, dit à plusieurs reprises, il y a une grande part d'humain où ça reste des histoires humaines, des choses comme ça. Puis j'avais toujours en tête la belle fortune que connaissent les podcasts. Je pensais à This American Life, un que j'aime beaucoup qui fait systématiquement, si on veut, intervenir un expert qui s'appelle Hidden Brain, qui, dans le fond, c'est sur la psychologie, puis c'est souvent, ça part d'une histoire, puis il y a comme une grande part de... Économique, peut-être, qui est dans ce genre. Puis, il y a comme une narration, donc une histoire qui est là, on se fait raconter quelque chose, mais systématiquement, il y a quelqu'un qui vient agir en contrepoint pour identifier des faits et des évidences. Puis je me demandais, en fait, deux choses. Est-ce que le format écrit, est-ce que ces formats-là, par exemple, les podcasts, ont amené le journaliste de solution à se redéfinir? Puis est-ce qu'on a une espèce de prévalence dans des formats papier ou écrit en ligne? Comment ça se distribue? C'est comme deux questions séparées. C'est vrai que pour l'instant, que ce soit aux États-Unis, ici en Europe, les médias répertoriés qui font du journalisme de solution sont surtout des médias écrits ou web. Il y a très peu d'autres formats dans mon corpus, quoi qu'il y en a quelques-uns. Là. Il y a notamment à Télé-Québec l'émission L'Avenir nous appartient, qui a une approche complètement de journalisme de solution, puis qui a très bien fonctionné, puis qui revient en ondes l'hiver prochain. C'était la première saison cette année, cet hiver, puis ils vont revenir. Et le public a très bien répondu en format télé, là, donc je trouve ça intéressant. Et à UniTV aussi, il y a eu une émission là, qui s'appelait Citoyen 2.0, qui avait une approche journée de solution. Donc, c'est de ce côté-là. Il y a CBC qui l'expérimente sur Snapchat. Avec les jeunes, c'est vraiment super intéressant parce que cette idée que ça conviendrait mieux aux jeunes pour toutes sortes de raisons là, qu'on pourrait discuter, mais bon, qu'ils laissaient du côté du podcast, je trouve que ça serait intéressant à fouiller. J'en ai pas trouvé, en tout cas d'un point de vue canadien. Est-ce qu'il y en a ailleurs qui adoptent cet angle-là, cette manière-là de faire le journalisme? Fort probablement. Oui, ça s'y prêterait bien parce qu'en podcast, on essaie d'entrer on a souvent le temps d'entrer dans la complexité, en tout cas des podcasts plus longs, tout en amenant des experts, mais en racontant une histoire. Donc, ça serait intéressant de voir ce qui pourrait se faire effectivement de ce côté-là. Est-ce que j'ai une autre question de François, je crois? Oui, il n'y a pas d'autres personnes? Non, je n'ai pas vu d'autres. Dans le fil, dans le chat, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Oui, ben, je l'ai ouvert, j'en vois pas, puis je n'ai pas vu de Oh, merci. Donc, pour faire le lien avec le journalisme scientifique, je n'étais peut-être pas assez attentif quand tu as essayé de faire les maillages, mais à mon sens, si je comprends bien qu'il y a une liste de bonnes pratiques dans le journalisme de solution, il y aurait aussi comme une critique potentielle à faire à une partie des nouvelles scientifiques qui est effectivement comme moi, quand je ne suis pas un producteur de nouvelles, là, mais je suis un lecteur. Et c'est souvent un archétype, c'est vraiment le titre qui dit ce qu'on pense que la petite découverte dans le labo va faire dans 10 ans. Puis là, c'est comme affirmé comme une solution, mais finalement... Ça contribue à désengager les publics parce qu'à un moment donné, ils disent le journée de café est bon, le journée de café n'est pas bon. Donc, il y a ça aussi, les bonnes pratiques. Mais j'imagine qu'en même temps,
du bon journalisme scientifique. Absolument. C'est aussi normé. Bon journalisme scientifique, là, notamment, Québec Science s'intéresse de plus en plus aux journalistes de solutions, d'ailleurs, avec sa rédactrice en chef, Marie Lambert-Charles. Je ne veux pas parler pour elle. Mais je sais que c'est une des manières qu'ils pensent pouvoir peut-être tenter, faire des expériences avec ça. Mais eux, ils ne font pas du journalisme comme ça, justement, de découverte, puis c'est toujours du journalisme dans la complexité, en ratissant vraiment large du point de vue de ce qu'est la science. Là, moi, je pense toujours à un des articles qui a gagné un prix du magazine canadien cette année, qui était dans Québec Science, qui est sur le développement des études noires au Québec. C'est pas du département d'études noires avec toutes sortes d'experts. C'est un article absolument remarquable qui a gagné un prix. Puis c'est notamment un peu aussi dans les solutions, hein, comment on amène ces courants académiques-là au Québec et qu'on fait place à ces nouveaux chercheurs-là, qui sont des jeunes chercheurs pour beaucoup. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment un maillage intéressant à aller chercher là, du point de vue de magazine purement scientifique comme Québec Science. Merci. Juste avant de céder la parole à notre collègue Florence, ici, qui a une question, je vais faire un petit moment d'autopromotion éhontée pour le site. Je trouvais ça très intéressant lorsque François pose la question, justement, tu parlais, Amélie, des engagements potentiels du public et de l'espèce de déception devant l'accumulation de solutions potentielles qui, finalement, ne se sont pas traitées et finissent par ça ne contribue pas à une meilleure compréhension de la science et du processus, on va se le dire. Oui, et puis je trouvais ça intéressant, puis je le mentionner parce qu'on a tenu récemment, en fait, au début septembre, puis en octobre et novembre, un colloque qui s'intitulait « Les économies de la promesse ». Puis il y a toute cette question-là des courbes d'espoir et de déception, c'est finalement devant des entreprises technoscientifiques, puis la réception qu'elles bénéficient dans le public. Donc, j'imagine que, mettons, une montée en flèche des journalistes de solutions pourrait venir dérégler ou déséquilibrer ou changer l'équilibre de cette... De manière optimiste, si on pense qu'il est bien fait. Absolument, oui. On va regarder le bon côté. C'est ça, exactement. Donc, je trouvais ça intéressant de faire le lien avec cet événement-là. Absolument. Alors, Florence, oui, si tu veux prendre la parole, je t'invite à le faire. Bonjour, Florence. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Moi, je ne connais pas le journaliste, je ne connais pas le journaliste de solutions. J'avais une question sur la place dans les discours des médias qui se revendiquent qui disent qu'ils font du journalisme de solutions, la place qu'ils réservent au débat public, c'est-à-dire est-ce que au-delà de dire ouvertement c'est une façon de rejoindre plus de lecteurs, peut-être de faire du meilleur journalisme, est-ce qu'ils évoquent la question du débat public, autrement dit, un lien, et comment ils en parlent? Absolument. Oui. Je les ai appelés, ces médias-là, dans mon corpus des community partners. Ils évoquent le journalisme de solutions comme une manière d'impliquer leurs audiences et leur public dans le processus qui est la nouvelle ou le journalisme pour tisser des liens avec leur communauté. On le voit beaucoup chez des médias locaux qui ont adopté le journalisme de solutions. On a tous les médias locaux du réseau Saltwire qui sont en Atlantique. Ils ont eu un gros projet de journalisme de solutions qui a aussi gagné des prix et ils en parlaient comme un moyen de se rapprocher de leur public, d'être plus interactif, d'aller demander au public, justement, il y a un problème d'itinérance, disons, à Halifax. Quelles solutions existent? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez voir implanté dans vos communautés? On a vu aussi d'autres médias locaux comme... si je vais voir The Voice, The Sprawl, Indigenews, The Discourse, qui sont tous des médias plus locaux au Canada anglais, que ce soit en Colombie-Britannique ou dans les provinces de l'Ouest, qui utilisent le journal Solutions dans un but de créer une communauté autour du média, de ne pas juste être d'en haut, top-down, écrire des choses et les envoyer aux masses, mais de faire participer. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans leur discours officiel. Après, il y aurait une étape d'aller vérifier ce qu'ils font pour vrai. The Discourse, notamment, c'est vraiment intéressant, qui est en pleine croissance, qui a maintenant des branches dans 5, je pense, localités spécifiques en Colombie-Britannique,
c'est vraiment hyper local, le journalisme qu'ils font, puis c'est très, très près. Très, très près des gens, puis ils ont beaucoup de succès avec cette initiative-là. Moi, j'ai trouvé ça super inspirant. Puis le Journal de solutions est central pour arriver à faire ça. Fait que ça peut être un à aller voir, là, pour ceux qui sont curieux de comment ça se fait. Donc, en fait, ils associent ce type de journalisme avec une plus grande participation et une meilleure, participation, c'est ça, par rapport au journalisme. Absolument. OK. Ben, merci. Merci Florence pour cette question qui recoupait celle qui me restait en réserve, qui était justement en lien avec les médias locaux et hyperlocaux. Je trouvais que c'était... Il y a une grosse opportunité pour les médias locaux, clairement, là, parce que les solutions, elles existent souvent dans les communautés. Oui, puis c'est des médias souvent qui ont aussi la vie dure par les temps qui courent, donc ça peut être une belle avenue. Donc, j'ai Katharina ici qui a levé la main, alors je m'invite à prendre la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je suis Katharina, aussi professeure à l'UQAM. J'ai eu le plaisir de travailler un peu sur le journalisme d'empathie qui, similairement, a été théorisé relativement tard, depuis les années 2010, donc même s'il existe depuis très longtemps. Donc, ça me ressemble un peu au journalisme de solution et je voulais savoir... dans le constructif, hein? Je pense qu'on pourrait le faire dans le constructif. OK. Donc, je voulais voir s'il y a un lien à voir éventuellement avec le journalisme d'empathie comme participant au journalisme des solutions pour le journalisme scientifique. Et ça rejoint un peu les questions des collègues auparavant aussi par rapport à la question du local et peut-être ce qui a été évoqué pendant la présentation aussi, de ne pas devenir un journalisme entre experts et expertes. Voilà. Merci. Je trouve ça super intéressant, Catherine. Je ne suis pas très familière avec le journalisme d'empathie. Il faudrait qu'on s'en parle ensemble. Puis je suis sûre qu'on pourrait trouver plein de maillages entre le journalisme solution puis la branche à laquelle tu t'intéresses, le journalisme d'empathie. J'ai l'impression que ça se classe probablement, mais tu me corrigeras, là, dans le journalisme constructif de paix, etc. Puis, je trouve ça intéressant ce que ça pourrait apporter aux journalistes de scientifiques, justement, pour le sortir d'un journaliste d'experts un peu désincarné, pour se rapprocher des personnes qui sont touchées. Là, moi, je m'inspire aussi beaucoup dans mon enseignement avec mes étudiants de la standpoint theory féministe, où on dit le point de vue de la personne la plus vulnérable touchée par un enjeu devrait toujours priver sur les autres points de vue. Donc, si je m'intéresse, par exemple, au couvre-feu, qui d'abord va souffrir du couvre-feu, puis on l'a vu, ça a été les personnes itinérantes, les personnes travailleuses du sexe, etc., qui ont été grandement impactées par la mesure du couvre-feu. Je pense qu'il y aurait plein de maillages super intéressants, qu'on pourrait s'en parler. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour la question. Donc, je pense qu'on aurait le temps peut-être pour une ou deux autres dernières. Moi, j'en aurais une toute bête, en fait, en relisant le titre de ta conférence. Amélie, je me demandais, puis peut-être que tu y aurais répondu, j'ai peut-être pas pigé la chose ainsi, mais donc, on a intitulé la chose « Journalisme scientifique au service du journalisme de solution ». Est-ce qu'on peut envisager que la réciproque soit aussi... Oui, c'est tout à fait. Et est-ce le cas déjà? Y a-t-il des exemples? C'est ça, il n'y a pas d'exemple. C'est pour ça que moi, je suis partie de cette question-là, quand on en est parlé pour la conférence. En fait, en la montant, la conférence, c'est là que j'ai vu que c'est plus à deux sens qu'à sens unique. Peut-être qu'on devrait renommer la conférence. Ou j'aurais dû écouter mieux, peut-être. Non, je trouve que tu as vraiment raison. Je pense que les deux peuvent s'apporter beaucoup. Et aider l'une et l'autre forme de journalisme à grandir, à atteindre une plus grande maturité. Peut-être, je l'ai pensé, le journalisme scientifique au service d'eux, dans le sens que le journalisme scientifique comme objet journalistique et académique est plus ancien, a été défini avant le journalisme de solution. Donc, c'est l'idée de qu'est-ce qu'il peut y apporter. Mais en même temps, c'est intéressant de penser à une pratique nouvelle qui peut apporter beaucoup à une pratique plus ancienne. Et à mon sens, les deux peuvent s'entraider à atteindre une plus grande maturité, autant au point de vue des pratiques qu'au point de vue académique. Mais ce n'est pas du tout étudié, il n'y a pas de maillage, on n'en trouve pas, là, à part le chercheur au Royaume-Uni dont je vous ai parlé. Donc, un grand terrain de jeu pour quiconque veut étudier la question. Alors, est-ce que je prends d'autres questions? Une fois,
2 fois, 3 fois. J'ai le droit de la troisième question. Oui, François, tu as tout à fait le droit d'avoir une troisième question, je t'en prie. Vous voyez qu'il faut venir ici au CIRS. On a le droit à 3 questions, c'est génial. C'est une belle vue vers la rive sud. Similaire d'avoir la conférencière en personne, même s'il fallait braver la pluie. 2 choses. Premièrement, un commentaire. Moi, je reste quand même avec l'impression qu'on fait juste nommer une pratique qui était là. Donc, tu parles quand même de nouvelles pratiques. Peut-être ce qu'il y a de nouveau, puis ça va vers ma question, c'est que maintenant, une fois qu'on nomme, on peut normer. On dit, on fait une pratique, donc si tu veux t'insérer dans une pratique, voici les normes. Okay? Donc là, ça va... Il va y avoir de nouveaux joueurs qui vont aider à la redéfinir aussi. Ouais. Et là, j'arrive à ma question. Donc moi, ce que j'entends du journaliste de solution comme chercheur en sciences humaines et sociales, c'est en fait quelque chose que les sciences humaines et sociales essaient déjà de faire, mais c'est juste qu'on n'a pas de diffusion parce qu'on peut entendre. D'accord. Mais donc, on a des enjeux d'inférence causale, on a des enjeux d'extrapolation, comme tu disais, sur les contextes et tout ça. En sciences humaines et sociales, on a des normes, on a des beaux principes. Pour être sûr que tout le monde les respecte, ou parce qu'ils font seulement les respecter, bien, on a un processus de gatekeeping et de surveillance. Donc, il y a la publication par les pairs qui a tous ces problèmes, il y a le fait de passer les grades universitaires, il y a toutes ces structures-là qui font le comité d'éthique, mais pour la fiabilité des inférences, on a ce système-là d'évaluation par les pairs et autres, qui fait qu'on ose croire que ce qui en sort, ce n'est pas juste du n'importe quoi. Une certaine validité. Mais ce que je ne comprends pas dans le monde du journaliste, c'est qu'il peut bien avoir une association qui dit « voici les grands principes ». C'est quoi les mécanismes en place pour que les praticiens ne font pas juste je pense. De manière officielle, il n'y en a pas. De manière officieuse, il y en a. Il y a différents mécanismes de surveillance du journaliste qui sont tous officieux dans le sens qu'il n'y a pas d'ordre des journalistes. Hein. On ne peut pas aller se plaindre d'un journaliste à un ordre professionnel, puis ça ne prend pas de carte pour être journaliste. Puis ça, c'est tout à cause des chartes et de la liberté d'expression. Par contre, il y a plein de mécanismes d'autosurveillance du journaliste, que ce soit des conseils de presse, des ombudsman qui vont recevoir des plaintes, notamment des auditeurs. Le journalisme s'auto-régule aussi par la couverture journalistique du journaliste. On parlait du Columbia Journalism Review, il y en a plein d'autres. Il va même avoir des beats dans les salles de nouvelles, des gens qui n'écrivent que sur les médias. Donc, comme une réflexion qui se fait alors qu'il n'y a personne qui écrit juste sur les avocats. On écrit sur le palais de justice qui se passe, mais pas sur la profession d'avocat, mais pourtant, il y a un beat pour écrire sur les journalistes, qui est comme propre à une espèce de contrebalancement. Puis de plus en plus, ça a toujours été le cas, un 5e pouvoir, le public. Mais avec les réseaux sociaux, le public est beaucoup plus présent pour remettre les journalistes devant leurs contradictions, leurs problèmes. Avant, il y avait les lettres ouvertes, c'était davantage par les lettres ouvertes, après par les courriels dans les salles de rédaction, puis ça a migré tranquillement vers les réseaux sociaux, où là, la communication dans l'autre sens avec le public se fait. Il y a un autre rempart, les tribunaux, quand on parle de diffamation puis de pratiques là, qui ont carrément... Maintenant, c'est très rare que les médias vont être trouvés coupables de diffamation ou de libelle. Ça arrive presque pas. Fait quand on parle de réguler un type de pratique très précis, que ce soit le data journalism ou le journal de solution, ça va être plus une question de, un peu comme en science, on se reconnaît entre pairs que ceci est ce que nous faisons et voici comment nous le faisons. Puis, si tu ne le fais pas comme ça, tu n'es pas dans notre gang. Il va y avoir un espèce d'un processus, un phénomène sociologique qui serait à étudier, dans le fond, de comment on en vient à s'identifier. Ça a été fait pour le journaliste scientifique. Hein, comment on en vient à s'identifier comme pas juste un journaliste scientifique. Donc, ça serait intéressant de voir pour un journaliste qui se dit de solution, mais comment il en est venu à s'identifier à cette communauté-là plutôt qu'à une autre dans les journalistes. On dit qu'il y en a plus qu'une centaine de qualificatifs pour aller classer le journalisme. Personne ne va te mettre de côté nécessairement parce que tu ne veux pas être dans la gang. Les autres. Tu peux toujours avoir un blog et le faire tout seul, si personne ne veut t'embaucher. Est-ce que je me permets de rebondir un peu sur cette question-là avec une autre perspective? Est-ce qu'il n'y aurait pas la question de l'aspect, disons, judiciaire de la pratique journalistique en rapport avec les sources, mettons, dans une enquête ou la protection des renseignements, les sources? Est-ce que
la pratique journalistique dans le journalisme de solution qui peut faire appel à des évidences scientifiques ou autres tiendrait un certain héritage de cette posture-là, disons, défensive ou qui voudrait garder la chasse gardée justement sur son pouvoir de nuance, de décision, de ce qui est de jugement finalement. Oui, c'est vrai que les journalistes n'aiment pas se faire dire comment faire leur travail. Mais là, c'est un gros préjugé. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, encore moins par les tribunaux. Hein. On va le voir, la réaction très, très épidermique là, quand les tribunaux essaient de se mêler de journalisme. La réaction, les gros canons vont venir très, très rapidement. Puis pareil, les médias n'aiment pas non plus se faire critiquer ou se faire dire qu'ils ne font pas les choses de la bonne manière aussi. Ou ça, même comme chercheurs en communication, on marche toujours un peu sur des œufs, surtout dans un petit marché comme le Québec. On dit, bien, on va être constructif, on veut travailler sur justement des solutions pour le journaliste, pas nécessairement critiquer à toute fin. C'est un milieu qui est habitué de s'auto-réguler seul, de travailler un peu à leur manière. Ça a été bouleversé par les réseaux sociaux, là, ça, là, notamment. Puis, bon, quelques années, les journalistes québécois ont essayé de se doter. Une certaine branche des journalistes québécois ont voulu se doter d'un ordre professionnel, ça n'a pas passé finalement, ça ne s'est jamais concrétisé. Donc, le milieu ne semble pas mûr pour davantage d'autorégulation que ce qu'ils ont déjà là. Alors, est-ce qu'une dernière ou deux dernières questions en ligne, est-ce qu'on a la chance d'en avoir? Non, pas que je vois. Parfait. Bon, alors, puisque le temps file, ben, j'en profite au nom du CIRST et de son équipe et de ses membres de t'être joint à nous aujourd'hui, Amélie. Je vois que les remerciements fusent sur le chat du Zoom et j'en suis fort aise. Alors, pour ceux et celles que ça pourrait intéresser, je le mentionne ici d'emblée, donc on aura éventuellement sous peu la rediffusion ou la reprise possible de cette conférence sur nos plateformes web. Donc, on a une médiathèque sur le site Internet du CIRST qui pourra accueillir cette conférence et bien entendu, on vous invite à vous tenir à l'affût des événements qui suivront. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour ta présence avec nous, Amélie. Merci tout le monde d'avoir été là.